Jeudi 15 octobre 2015, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ravis de vous retrouver pour suivre cette édition de 22h au sommaire de l'actualité. La réunion du comité des chefs d'état-major des armées s'est ouverte ce matin, organisée dans le cadre de la 19e séance ordinaire des organes de l'EASF. C'était ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Voilà pour les sommaires. Bienvenue à tous. Comme partout dans le monde, la journée mondiale de l'alimentation a été célébrée aujourd'hui en République de Djibouti. La cérémonie placée sous le haut parrainage du Premier ministre s'est déroulée dans la localité de Guirori, la ville blanche de Tajoura, avec la participation de plusieurs membres du gouvernement. Et outre les autorités de la région, dont le préfet et le président du conseil régional, les habitants de la localité de Guirori et ses environs ont été conviés à cette cérémonie qui est célébrée de par le monde le 16 octobre, mais qui a été avancée d'un jour en raison du week-end. Le choix de la localité de Guirori repose sur une volonté politique de décentraliser l'événement afin de faire connaître aux populations des zones rurales. C'est ainsi que Guirori a accueilli un important cortège parti de Tajoura qui a été accueilli par une population en effervescence. La journée a donné lieu à des danses traditionnelles en l'honneur de la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale. Mais elle a permis également à la délégation de visiter les potentialités en agriculture de la région. Nous reviendrons sur ce dossier dans nos éditions de demain, journée officielle de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation. La réunion du comité des chefs d'état-major des armées organisée dans le cadre de la 19e session ordinaire des organes de l'EASF s'est ouverte ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Et c'est le ministre de la Défense, Hassan Dalaloufané, qui a ouvert la séance en tant qu'invité d'honneur de cette importante réunion. Et justement, cette réunion du comité des chefs d'état-major des armées a été précédée durant les 3 derniers jours par une rencontre des experts des pays contributeurs de l'EASF. Ces derniers ont discuté des instruments juridiques et internationaux, l'équipement et le matériel de démarrage, ainsi que le plan du budget 2016. L'EASF a été créé conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine et en vertu des provisions établissant le protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Son mandat, qui est le renforcement de la paix et la sécurité dans la région d'Afrique de l'Est, est inspiré du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui reconnaît les mécanismes régionaux de sécurité, en particulier l'accord portant établissement de l'EASF. Dans une allocution faite à cette occasion, le directeur de l'EASF, Ismail Chanfi, a une pensée pour nos frères et sœurs à travers le monde, faisant des sacrifices énormes pour la cause noble de la paix. Aujourd'hui, l'EASF annonce au monde notre volonté de contribuer à l'effort nécessaire et exige pour apporter la paix et la stabilité dans notre région et dans notre continent, a-t-il conclu. Plusieurs autres intervenants, dont le président du comité des chefs d'état-major, qui a rappelé les efforts consentis par les États membres afin de mettre sur pied la force en attente de l'Afrique orientale. Et le ministre de la Défense, M. Hassan Dalaloufané, a précisé que les experts ont travaillé et débattu pendant 3 jours les différents points inscrits à l'ordre du jour. Il a par ailleurs précisé que ceci est l'aboutissement d'un travail qui aura duré 10 années. Écoutez le ministre. La force en attente de l'Afrique orientale est à la croisée des chemins. Nous sommes à une période charnière, car la phase de préparation de la force, qui a duré 10 ans, est maintenant terminée et le bilan est satisfaisant. En effet, on a d'abord commencé la mise en place progressive des instances décisionnelles et des structures de l'ISF, qui sont d'ores et déjà fonctionnelles et bien rodées. Parallèlement, on s'est attelé au processus de la force. Dans le mémorandum initial de 2004, il était question d'une brigade purement militaire. En 2015, nous avons une force multidimensionnelle avec ses composantes militaires, policières et civiles, et qui a été déclarée pleinement opérationnelle en novembre 2014, bien avant les autres forces régionales africaines. On peut être fier de ce résultat et exprimer notre gratitude aux chefs d'État et de gouvernement de notre organisation qui, par leur engagement politique fort et continu
en faveur de la paix ont permis la concrétisation de cette force. Je me réjouis également de la ratification de l'accord sur l'établissement de la force par la majorité des États membres, ce qui confère une existence juridique à notre organisation. La force en attente de l'Afrique orientale est donc prête à être déployée et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Car nous devons réussir notre action collective et affronter les dures réalités de terrain. À ce propos, je voudrais vous rappeler les mots du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, lors de son discours de clôture du premier exercice d'entraînement sur le terrain organisé à Djibouti en 2009, FTX 2009, et qui avait bien souligné que cette force ISF est une initiative qui témoigne de notre aptitude à travailler ensemble. Nous devons continuellement prouver notre aptitude à travailler ensemble sur le terrain. Je suis confiant car nous formons déjà une même et seule famille, la famille de l'ISF, dont les membres se retrouvent au moins 2 fois par an. La force en attente de l'Afrique orientale doit fonctionner comme une force, comme une véritable force, et non comme une juxtaposition des forces promises. Par ailleurs, l'ISF devrait disposer des moyens financiers nécessaires pour son déploiement. Et cette nouvelle qui nous provient du parquet de Djibouti où ce matin ont été déférées au parquet les personnes impliquées dans l'attentat terroriste de Maraoulé au nord du pays le 30 septembre dernier. Le procureur de la République, Maki Omar, a requis l'ouverture d'une information judiciaire et a fait une déclaration en ces termes. Je vous propose de suivre. Le parquet de Djibouti a ouvert une information judiciaire des chefs d'atteinte à l'intégrité des personnes, de séquestration, de détournement de moyens de transport, d'extorsion, de vandalisme et destruction de propriétés d'autrui par l'effet d'un incendie, et ce en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public. On parle alors d'actes de terrorisme au sens de la loi. 15 personnes sont présentées ce matin devant le juge d'instruction. Et à l'heure actuelle, les auditions se poursuivent. Les faits qui emportent ces qualifications sont les suivants. Le 30 septembre 2015, vers 18h45, au lieu dit Maraoulé sur la route principale allant de Tadjoura à Dora, un groupe d'individus armés intercepte plusieurs véhicules avec leurs occupants. Ils déroutent les véhicules vers le lit d'un oued en amont, et après avoir retenu pendant plus d'1 heure sous la menace de leurs armes, composées de fusils, d'armes de poing et de grenades, les otages, dont 2 mineurs, ils mettent le feu à 3 véhicules. Les véhicules incendiés sont les suivants. Un camion semi-remorque appartenant à la société de construction Al-Kharafi chargé de la réalisation du chantier de construction sur la route Tadjoura-Balho, d'un pick-up propriété de la même société et d'une ambulance affectée au centre hospitalier de Tadjoura qui se trouvait être dépêchée par le médecin du dit centre au secours d'une mère et de son nourrisson gravement infectés par la malnutrition dans la localité de Dora. Ces individus ouvraient le feu sur un 4e véhicule dont le conducteur n'a pas remarqué la présence d'hommes armés sur le bas-côté de la route. 3 impacts de balles établissent qu'il s'agit d'armes de gros calibre. En effet, au terme des investigations diligentées par la section de recherche et documentation de la gendarmerie nationale, secondée par les enquêteurs de la brigade de Tadjoura, dans le cadre d'une enquête ouverte le 1er octobre 2015 par le parquet de Djibouti, il apparaît qu'un nombre variant entre 30 et 40 hommes armés et vêtus de treillis aient participé à la commission des faits, et qu'à l'issue de leur forfait, ils prenaient la suite qui les emmenait à prendre la direction de la frontière avec l'Érythrée. Ils traversaient dans leur fuite plusieurs localités, en prenant soin de se scinder en 3 groupes. Les hommes en armes portaient pour la plupart des étoffes qui leur couvraient les visages, mais d'autres n'en portaient pas. Et ils pouvaient alors être identifiés, et ils l'ont été en définitive, comme des
Zafar d'origine érythréenne, notamment par les scarifications sur le visage en des endroits bien précis, des signes spécifiques aux personnes de cette origine. Le conducteur du premier camion intercepté, à savoir le semi-remorque, tentait de dissuader les assaillants de mettre, je le cite, le feu à son gagne-pain. Et il est formel sur le feu que 2 à 3 autres individus sont restés en retrait sur un promontoire distant d'une 50aine de mètres et donnaient les ordres à travers les talkie-walkie. Cela n'était pas cagoulé. Et la distance qu'ils ont mis entre eux et les autres individus avait dessein de les dérober à la vue des otages qui pouvaient les reconnaître. Parce qu'il s'agit d'individus connus dans la région pour y avoir vécu avant de verser dans le crime. Les auditions des témoins dans les localités traversées dans leur fuite permettent d'établir que les individus connus comme étant Abdelkader Adan Ali et Ali Humed faisaient partie du groupe des fouillards qui ont traversé leur village. Ce constat se répétera 2 fois, dans 2 villages différents. Les recherches sur le plan technique ont permis de confondre les personnes présentées ce matin au parquet et établir qu'à des degrés plus ou moins prononcés, elles ont toutes sciemment par aide et assistance facilité la préparation et la consommation des actes précités. Sauf le cas de celui parmi cette masse des prévenus qui, malgré les preuves matérielles établies à sa charge, continue de nier les faits de complicité. Toutes les autres personnes reconnaissent les faits. Les affirmations de 4 personnes poursuivies permettent aussi d'établir qu'un certain nombre d'individus, parmi lesquels Kamil Mohamed Kamil, Hassan Morbel, Barkhat Ahmed Mohamed vivant en Belgique, financent par l'envoi de sommes d'argent les actes criminels commis par Abdelkader Adan Ali et ses hommes. Les actes criminels précités ont été revendiqués par un autre individu. Il s'agit de Mohamed Kaddami, lequel vit dans la banlieue parisienne de Bagnolet, lieu à partir duquel, selon ses propres dires, il organise, planifie, finance et enfin revendique les actes qu'il y a désormais lieu de poursuivre conformément à la loi. Les investigations vont désormais se poursuivre sous l'autorité du magistrat instructeur et vous serez tenus informés dans les jours à venir des suites que nous réserverons à l'affaire. Et après la région de l'unité, la journée mondiale de l'enseignement a été célébrée, a été célébrée hier dans la région d'Ali Sabié sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À la tête d'une forte délégation de son département accompagné par le ministre de l'Énergie et ministre de la région Ali Yacoub Mahmoud, le ministre de l'Éducation et la formation professionnelle Dr Jama Elmi se sont rendus dans la ville de Assedjoug. Et la délégation a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région, Mohamed Ouabri Assoué, les députés de la région, la famille éducative, les élèves et les leaders communautaires, ainsi que les habitants de la ville d'Ali Sabié. Chaque année, la journée mondiale de l'enseignant est célébrée dans chaque pays. C'est l'anniversaire de la journée de l'enseignant. Le ministre de l'Éducation nationale a choisi cette semaine pour commémorer et honorer l'enseignant, pour reconnaître son travail, son rôle dans le système éducatif et à sensibiliser la communauté nationale à la place qu'il occupe au sein de la société. Les organisateurs de la journée avaient exposé un programme très juteux émaillé de poèmes et des sketchs pour apprécier à sa juste valeur et de saluer les engagements du ministre de l'Éducation depuis sa nomination à la tête du Manfop pour valoriser le métier d'enseignant à travers l'attribution des prix aux enseignants les plus méritants. Dans son intervention à cette occasion, le préfet de la région, Mohamed Ouabri Assoué, a mis l'accent sur l'importance de la journée de l'enseignant. Et de son côté, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles et ministre de la région, M. Ali Yacoub Mahmoud, a prononcé une importante allocution dans laquelle il rend hommage au métier d'enseignants. La journée mondiale des enseignants souligne la nécessité de renforcer les capacités des enseignants en tant qu'étape indispensable à la réalisation d'une éducation de qualité et à la création de la société durable. C'est ce qu'a donc indiqué le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Et en dernier de son côté, l'organisateur de cette semaine nationale de l'enseignant, en la personne du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama Elmi, a indiqué que ces hommes et ces femmes œuvrent inlassablement pour former les forces vives de la nation. Cette journée a pour but, a-t-il poursuivi, de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif. Je vous propose de l'écouter. Rien ne pourrait être possible
sans l'enseignant. Si le monde n'a pas de soleil et le monde est obscur, personne n'aurait dû faire quelque chose. On aurait dû retourner dans l'état primitif. Et l'enseignant est le facteur qui a fait sortir l'homme de l'état primitif. Lorsque l'homme a découvert le feu, c'était une découverte historique. Mais lorsque l'homme a découvert l'enseignant, c'est là où il a fait un pas gigantesque vers la vie, vers le progrès et vers le développement. Un enseignant est celui qui vous tire de l'obscurité et qui vous amène à la lumière. Un enseignant est celui qui donne de soi-même de manière désintéressée et qui est là jour et nuit pour pouvoir transmettre les connaissances qu'il a, pour pouvoir faire en sorte d'améliorer continuellement la vie de chaque être humain. Nous tous, nous avons passé dans les bras d'un enseignant. Après notre mère qui nous a conçus et notre père qui nous a élevés un bout de temps, c'est l'enseignant qui nous a pris dans ses bras, qui nous a guidés et qui a fait en sorte que nous puissions réussir dans la vie. En allant de médecin, d'ingénieur, de pilote, tout métier confondu jusqu'au ministre et président. Et par la suite, la cérémonie a pris fin de belle manière avec la remise des médailles et aux cadeaux aux enseignants méritants. Ces cadeaux ont été remis par le ministre de l'Éducation nationale et les responsables de la région présents à l'occasion de cette journée de l'enseignant. Le ministre a remis à ses valeureux personnels de l'Éducation nationale des certificats de reconnaissance, des voitures, des écrans télé et des motos en guise de reconnaissance. Comme à l'instar du monde, la journée mondiale de la vue et de la canne blanche a été célébrée aujourd'hui à Djibouti. Et cette cérémonie a été organisée par l'association djiboutienne des non-voyants et a vu la participation du ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Osman, le président de l'association Idriss Moumen Abdi, le médiateur de la République, l'ophtalmologue Dr Abdi Dahir, ainsi que plusieurs personnalités issues de cette communauté. Effectivement, la journée d'aujourd'hui avait pour thème la santé populaire et l'égalité à l'accès aux soins. Cette journée avait pour but de sensibiliser la communauté aveugle de la République pour ne pas se sentir écartée de la société ou marginalisée. La République de Djibouti a pris des mesures exceptionnelles pour ces handicapés ou ces personnes en besoin spécifiques qui les ont permis d'être intégrés dans la société. Le représentant des systèmes des Nations Unies a rappelé les efforts déployés par la République de Djibouti. Écoutez-les. C'est la santé oculaire et l'égalité d'accès aux soins. Je pense que c'est très important, les deux aspects, santé oculaire et l'égalité d'accès aux soins. Il y a moins d'un mois, le 25 septembre, les dirigeants de 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies se sont engagés sur 17 objectifs à réaliser dans les 15 prochaines années. Et c'est une chose très extraordinaire. Ça comprend de mettre la fin à l'extrême pauvreté, de lutter contre les inégalités et les injustices, de résoudre le changement climatique. Et ces objectifs mondiaux de développement durable peuvent accomplir cela dans tous les pays, pour toutes les personnes. Et le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa, a quant à lui souligné que le gouvernement de la République de Djibouti ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions des soins pour ces aveugles en particulier, mais aussi d'une manière générale, les personnes à besoins spécifiques. La République de Djibouti accède à 9 conventions et un protocole de l'Organisation maritime internationale en matière de sécurité maritime et de pollution marine. Et Djibouti, à travers la ratification de ces instruments, s'ouvre une nouvelle page de l'histoire des affaires maritimes, mais aussi avec cette panoplie d'adhésion, la République de Djibouti se hisse en haut du tableau des pays membres de l'OMI. Lors de ce dépôt d'instruments, le directeur des affaires maritimes n'a pas manqué d'exprimer à l'OMI l'engagement de son ministère de s'aligner aux exigences de la communauté internationale pour des mers et des océans sûrs et propres. Le secrétariat général de l'OMI s'est félicité de la détermination du Djibouti
Djibouti et a appelé les autres pays de faire autant. En marge de ce déplacement, le directeur des affaires maritimes rencontrera notamment la direction de coopération de l'OMI pour discuter des voies et moyens d'une requête d'assistance technique pour la transposition de ces instruments dans la législation nationale. M. Ali Mira, qui connaît très bien l'OMI, se dit convaincu du soutien de celle-ci et reste persuadé du renforcement de capacité de son administration maritime avec des nouveaux outils. Et dans le reste de l'actualité, le comité d'organisation des Jeux nationaux de la jeunesse a procédé hier après-midi à la distribution des lots sportifs au complexe sportif de la commune de Balbala. Et cette distribution a concerné 60 équipes issues des différents quartiers des 3 communes de la capitale. Et ces lots d'équipements sportifs ont été remis aux encadreurs des équipes pour permettre à ces derniers de mieux disputer cette deuxième phase. La deuxième phase est la phase d'interquartier qui consiste à mettre en compétition les équipes sortantes de chaque quartier entre elles. Ces Jeux nationaux de la jeunesse ont pour objectif premier de détecter des jeunes talents qui vont assurer la relève de demain. Nous venons de procéder à la remise de lots de matériel sportif aux équipes qui ont été qualifiées pour la fin de la seconde phase, si je peux le dire. Ces équipes s'élèvent en nombre de 60, toutes disciplines confondues, que ce soit masculin ou féminin. Et dans les jours qui viennent, nous allons passer dans les différentes régions de l'intérieur pour procéder également aux remises des équipements. Donc ces lots de matériel vont s'inscrivent dans la politique de la redynamisation du sport, et ce à partir de la base, à partir du cadet. Et dans le reste de l'actualité, le comité de gestion communautaire de Balbala 9 a organisé à son tour un atelier de sensibilisation sur les méfaits des mutilations génitales féminines. Et cet atelier a été présidé par la coordinatrice de Balbala 9, Mme Nima Ali Boulalé, en présence des membres de l'UNFD, du président de la commune de Balbala, Youssouf Nouho, ainsi que de la représentante du ministère de la Santé, Mme Fatouma Ali Chiré. Au total, une quarantaine de personnes, en majorité des femmes, ont participé à cet atelier. La coordinatrice Halima Nour a expliqué que la mutilation génitale pratiquée aujourd'hui en cachette doit cesser. Cette pratique n'est qu'une mauvaise coutume archaïque, c'est ce qu'a poursuivi la coordinatrice. Et concernant toujours la sensibilisation contre la mutilation génitale féminine, le centre communautaire de gestion de Hayablé a organisé un atelier. Cet atelier a été donc organisé et présidé par la coordinatrice du centre Houchrablé ainsi que ses collaborateurs. À cette occasion, des sketchs et des danses traditionnelles ont été présentés par les jeunes du quartier, comme dans d'autres CDC. L'atelier a été donc organisé en étroite collaboration avec l'UNICEF et l'UNFD. Une grande soirée religieuse organisée par les responsables de la commune de Balbala, intitulée Ziyarat Cheikh Moussa, a eu lieu dans cette même commune. Et une soirée placée sous le signe de la solidarité et de la compassion entre les responsables de la commune de Balbala. Au menu de cette soirée animée par le Cheikh Bachir, avec à ses côtés le président de la commune, Youssouf Nouho, des incantations et chants religieux en hommage au Cheikh Moussa, ainsi qu'à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.